En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui à peu près 14 km au nord-est d'Angoulême. Nous sommes sur la commune de Brie et j'ai découvert il y a quelque temps quelqu'un qui s'occupait de façon, je trouve, personnellement intelligente de son jardin. Peut-être aura-t-on des idées en l'écoutant. En tout cas, il a ouvert pour les journées au jardin sa maison et son jardin au public. Et je suis ravi aujourd'hui de vous le faire découvrir à travers les ondes de la radio et à travers les images de rcf.fr et de Télé 16. Alors, c'est Jérôme Moreau, il est à mes côtés et je lui dis bonjour et bienvenue à notre micro. Merci beaucoup, bonjour et merci d'être venu. Puis voilà, donc je suis ravi de vous recevoir ici. Merci. Alors, on va un peu situer pour les auditeurs où vous vous trouvez à Brie, avec cette jolie maison charentaise et avec une très belle grille ouvragée entre deux piliers qui ouvrent sur le devant de votre maison. Alors, c'est une ancienne ferme familiale, en fait. Ma famille l'a depuis la fin du 19e siècle. Et en fait, voilà, la cour, c'est une petite cour intérieure d'environ 200 mètres carrés avec un pigeonnier, des anciens toits à cochons, et puis la maison d'habitation avec des granges attenantes. C'est un peu le schéma traditionnel, avec une petite différence sur celle-ci, c'est que souvent les maisons sont exposées à l'est, oui. Façade à l'est ou au sud. Et là, en fait, j'ai une façade plein sud, une façade plein nord. Elle est à l'envers un peu, on n'en voit pas souvent. En fait, elle a des ouvertures sur les deux faces. Et en fait, elle est avec une façade plein nord là qu'on a devant nous. Et c'est pas habituel pour les maisons charentaises. Oui, c'est vrai, ça se fait aussi. Plein sud et plein nord, j'en connais. Mais enfin bon, sur Brie, notamment, on voit toutes les maisons orientées face est ou sud. Et là, on est celle-ci un petit peu à l'envers, mais ce qui permet d'avoir une lumière traversante. Alors moi, je parlais de ces journées au jardin. Qu'est-ce qui vous a incité à montrer votre jardin pour ces journées particulières? Et puis maintenant, on va le découvrir pour savoir comment vous l'avez travaillé, sur combien d'années. Ça pourra peut-être donner des idées à certaines personnes. Ça s'est fait un petit peu, il y a un petit peu quelques années. En fait, j'ai une amie qui s'occupe des rendez-vous au jardin. Et elle me poussait un petit peu à le faire. J'hésitais toujours parce que c'est un côté personnel. En fait, faire visiter son jardin, c'est pas toujours évident. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas pour l'échange. En fait, pour l'échange avec les gens. Parce que je me dis dans ces journées-là, c'est souvent des amateurs de jardin ou des gens qui ont envie d'échanger. Ce côté échange et puis le thème autour du réchauffement climatique. Cette année, c'est ce qui m'a fait franchir le pas. Je trouvais important alors malheureusement, on voit un peu les résultats. Alors certains vont dire que c'est exceptionnel, mais on a quand même très peu d'eau depuis le mois de juin. On a eu 20 mm ici depuis 3 mois, ce qui est quand même très peu. Donc c'était l'idée de parler du réchauffement climatique et de comment on pouvait faire un jardin avec des arbres, des arbustes, des vivaces, sans en faire non plus un désert avec, comme on peut le voir des fois, beaucoup de cailloux, beaucoup de minéral. Voilà, on n'est pas en zone désertique. On a des périodes de sécheresse, mais il y a des plantes pour ça, quoi. Oui, c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que nous sommes dans une certaine région, il y a des plantes qui poussent, le vivant, comme on dit aujourd'hui, puisque c'est important, et il faut tenir compte, et j'ai lu dans un article que vous avez fait dans la Charente Libre, pour ne pas la citer, que vous étiez très attentif à ce qui pousse ici, sur place, et puis ce qu'amènent les oiseaux même, etc. Mais en partant de là, c'est aussi un peu votre métier de vous occuper, je ne sais pas, des jardins, etc., parce que vous êtes quelqu'un qui travaillait dans cette partie-là. Oui, je travaille sur le pays du Ruffécois, en fait. Je suis chargé de mission environnement et paysage, donc je travaille pour 83 communes sur les questions d'environnement, de paysage, la place de l'arbre, l'arrêt de la chimie dans les collectivités. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est mon métier, mais il y en a qui me disent, mais quand tu reviens à la maison, c'est mon métier, mais c'est ma passion, parce que ça continue à la maison. Et puis la maison me sert de jardin d'essai. En fait, je teste des choses, ce qui permet aussi, quand on doit après le défendre et puis en parler, d'être plus au courant que de juste avoir ouvert un livre, quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ces deux choses, votre métier et votre passion. Alors maintenant, on ne va pas abîmer votre jardin secret puisque vous l'avez déjà ouvert, mais je serais content qu'on fasse une balade et qu'on le découvre. Et vous l'avez traité comment? Et on commence par quoi? Alors, on commence par une partie un peu plus formelle. Donc, on passe de la cour au jardin avec une tonnelle et puis un petit bassin
qui est en bout de cette tonnelle, avec une allée gravillonnée, et puis un petit peu de... J'aime beaucoup les roses. Alors les roses sont mélangées avec plein de vivaces. Alors c'est pas la meilleure saison, mais en fait il y a une centaine de pieds de rosiers sur le jardin, mais ils sont tous mélangés avec des arbustes, des vivaces. Il n'y a pas qu'un massif de rosiers, ce qui fait que quand ils arrêtent de fleurir, c'est accompagné par d'autres plantes, c'est remplacé. Voilà. Et cette partie un peu formelle au départ, et puis après on a un jardin plutôt en courbe sur le reste de la partie, avec une petite zone après pour un potager, et puis après un espace pour les poules, parce qu'on a des poules ici. Alors, vous êtes arrivé sur ce terrain il y a un certain nombre d'années. Qu'est-ce qu'il y avait? On a compris que vous avez mélangé des tas d'essences, mais quand vous êtes arrivé, comment c'était? Il y avait un grand potager sur une zone, et puis après il n'y avait que quelques arbres. Il y avait un marronnier, 2 cerisiers, un alignement de tilleuls en limite de propriété, un cerisier qui est à côté de la maison qui est devenu énorme, et le reste c'était de la pelouse, voilà, de la pelouse. Et puis ici la banquette de buis qu'on a le long de la maison ici qui existait, le reste était relativement vide. Il y avait une grande partie qui était consacrée au potager, là que j'ai réduit pour refaire une partie plus de jardin d'agrément et accueillir des fruitiers, des plantes, etc. D'accord, parce que quand on a échangé avant l'émission, vous me disiez que vous avez créé cet espace, c'est-à-dire que dans votre jardin, on est là sous la tonnelle, l'allée gravillonnée, il y a une autre petite partie de jardin sur ma droite qui donne sur un petit bâtiment que vous avez restauré, et on va à la découverte de ce jardin. On n'est pas avec le cerisier, le marronnier, et puis l'espace tondu, où on voit tout. On découvre petit à petit, et c'est ça que j'apprécie ici, que je découvre, eh bien, c'est qu'il y a toujours quelque chose où on est attiré par l'ailleurs, tout en étant bien dans l'endroit où nous nous trouvons. Oui, alors c'est un peu le principe normalement du jardin, mais ce qui n'est pas toujours fait, c'est d'inviter les gens à circuler, d'inviter les personnes à découvrir un espace après un autre, de ne pas tout voir depuis la terrasse du jardin, avec une grande pelouse, un arbre par-ci par-là. Un jardin, c'est du plein et du vide. Il y a des zones plus ouvertes, des zones plus fermées. Ça donne des espaces différents pour les oiseaux. En même temps, il y a des oiseaux qui aiment des parties pelouses, d'autres qui aiment plus des zones un peu plus arbustives. Donc c'est de créer des ambiances un peu différentes, d'inviter à passer d'un espace à l'autre en essayant d'avoir un fil conducteur, que ça se tienne en passant d'un espace à l'autre, qu'on ait des petites transitions. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. J'espère avoir réussi, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Bien, il y a même un petit arbuste qui pousse au milieu de votre allée gravillonnée. Oui, alors c'est le spontané. C'est en fait ici je conserve. Alors j'ai un peu tendance à collectionner les plantes, mais je laisse la place aussi aux plantes sauvages ou locales. Donc là, c'est un buis qu'on a au milieu de l'allée. Alors il est arrivé parce que c'est une graine qui s'est semée. Alors normalement, ce que je fais souvent, c'est que je laisse quand je vois les plantes arriver. Soit je me dis à cet endroit-là, elles sont intéressantes, je les garde. Soit je les garde parce que j'ai du mal à arracher et jeter, donc pour les donner à quelqu'un. Et ces buis étaient là pour partir chez quelqu'un. Et en fait, j'ai le champignon, j'ai 2 problèmes sur le buis. J'ai la pyrale, que souvent les gens connaissent. Et j'ai aussi un problème de champignon qui s'installe sur le buis. Et donc, ce qui fait que maintenant, je ne donne plus de buis parce que je ne les fais pas sortir du jardin pour ne pas transmettre le champignon à quelqu'un d'autre. Donc, ces buis-là, ils étaient là pour partir. Maintenant, ils sont là, mais je ne vais pas les sacrifier. Donc, ils restent dans le jardin un peu rectiligne. Ils créent un rythme, ils arrivent. Ils sont arrivés là et je les laisse pour l'instant. Je ne sais pas comment je vais les transformer ou les faire évoluer, mais ils ne seront pas arrachés, quoi. Bien. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ont des buis, vous avez quelques solutions pour la pyrale et puis pour le champignon? Alors, le champignon, c'est assez compliqué. Il peut y avoir des combinaisons avec des purins de prêle, mais c'est quand même, j'ai énormément de mal. Il y en a une partie même qui a disparu. Pour la pyrale, alors j'utilise le bacillus, qui est une bactérie, mais très ponctuellement, parce que c'est pas que pour le papillon de la pyrale, c'est une bactérie qui agit sur tous les papillons. Donc, en fait, j'en mets pas systématiquement. J'interviens, je regarde un peu quand il y a une attaque, l'importance de l'attaque, et au moment où je juge ou que le buis, il y en a trop par rapport au buis pour qu'il résiste, j'interviens, mais je n'interviens pas systématiquement sur l'ensemble des buis, ce qui fait que je me suis aperçu aussi qu'il y a des zones où il y a des prélèvements par les oiseaux. J'ai pas réussi à prendre une photo de moineaux, de mésanges qui prélèvent. Je vois énormément des fois d'oiseaux qui se promènent dans les buis, mais je m'aperçois qu'il y a des zones où j'avais des chenilles sur une journée. 2 jours après, je reviens, il n'y a plus de chenilles. Donc il y a un prélèvement qui se fait. J'ai pas encore pris le préleveur sur le fait, mais il y a un prélèvement qui se fait, quoi. Donc la nature vient à l'aide des buis naturellement. Et c'est important de laisser, en fait, on dit souvent au jardin, il ne met pas de produit dans ce jardin depuis 25 ans. Ce qui est important, c'est qu'il faut le gîter le couvert. Il faut accepter un peu de parasitage
pour qu'il y ait les auxiliaires qui viennent se nourrir, qui puissent s'abriter aussi. Si on aseptise, on n'aura jamais d'auxiliaires, on n'aura jamais de coccinelle, de cirque, de chrysope, parce que si on prélève, dès qu'il y a la moindre attaque, on intervient. Eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir d'auxiliaires. Les auxiliaires, ils ne trouvent pas leur place. Donc, il faut accepter. C'est pour ça que les chenilles, j'interviens que quand vraiment je considère que là, je me dis la plante, le buis. Alors, il y a une partie du buis que je vais sacrifier, parce que ceux-là qui sont sous la tonnelle, sont peut-être plus forcément d'intérêt. Je mettrai d'autres plantes. Après, il y a des buis qui donnent un peu de structure au jardin, où là, je vais peut-être les conserver. Je vais peut-être faire aussi le choix de sacrifier, de laisser la nature se faire, et puis de sacrifier une partie des buis. Bien, alors sur notre droite, un petit bâtiment qui était peut-être une petite buanderie ou peut-être des toits que vous avez restauré, où sèchent l'ail, les échalotes et les oignons que vous avez récoltés dans un de vos jardins potagers. C'était apparemment une buanderie où il n'y a pas... Alors, je n'ai pas de preuves, mais apparemment, il faisait chauffer un peu l'eau dans cette petite cheminée et il s'en servait. Et c'est plein sud, donc l'hiver, quand il fait mauvais, c'est très agréable au printemps ou dans l'hiver, dès qu'il y a un peu d'ensoleillement. En fait, on est à l'abri du vent du nord et apparemment, elle faisait chauffer l'eau. Il faisait chauffer l'eau. C'est pas forcément les femmes qui, peut-être, à l'époque, oui, attention toujours ça. Dites, hein. Attention à ce que je dis. Mais et donc, apparemment, ça servait pour laver le linge, quoi. Oui, très bien. Voilà, c'était fermé, c'était vitré. Il y a des traces, par contre, il y avait sûrement une fermeture vitrée derrière. Parce qu'on faisait la lessive plusieurs fois par an, notamment les draps, etc., dans des grands bassins, des ponnes, comme on dit. Mais il n'y avait pas de traces de ça. Donc, il y a juste la cheminée et puis l'histoire qui s'est transmise un petit peu en disant que ça servait à ça, mais j'ai pas de preuve. Alors là, nous sommes arrivés sur une petite terrasse empierrée, cimentée, en face d'une fontaine, avec des poissons rouges. Alors, il y a pieds de grille pour pas qu'on tombe dedans, surtout les enfants quand ils viennent visiter. Vous avez voulu avoir un élément aquatique, même si là, en circuit fermé, j'avais lu, elle ne coule pas pour l'instant. Elle ne coule pas. Je l'ai un peu coupée. En fait, le filtre est un peu sale, mais c'est surtout aussi que ça. Voilà, j'ai laissé l'eau s'éclaircir et puis il y a quand même, ça consomme un peu plus d'eau. Donc là, j'essaie de laisser le bassin en eau dormante un petit peu. Et puis l'idée, c'était de faire un point d'eau parce que tous les jours, il y a énormément d'oiseaux qui viennent le soir, le matin. On voit sur la pierre, à côté de la grenouille, la fausse grenouille, il y a plein d'abeilles qui viennent chercher de l'eau. Il y a des guêpes. C'est vraiment un lieu de... L'eau au jardin, c'est important. Alors, pas forcément un bassin, mais même une petite bassine d'eau. Je mets plusieurs points d'eau au jardin parce que c'est vraiment nécessaire, aussi bien pour les papillons, pour les insectes que pour les oiseaux. La petite faune, j'ai aussi j'ai des hérissons qui viennent. Donc il y a aussi au sol des petites. Oui, parce que les hérissons, ils n'arrivent pas à monter là, dans votre bassin. Pas encore. Enfin, je les ai pas vus. mais voilà, donc il y a plusieurs points d'eau dans le jardin. Et là, c'était dans l'axe de l'allée. C'était pour amener aussi. Il y a une forme un peu incurvée, ce qui renvoie le son vers la cour. En fait, quand elle marche. Quand on arrive dans la cour, en fait, on entend le bruit de l'eau. On n'entend pas derrière, mais elle renvoie le son la forme du bassin renvoie le son de l'eau jusqu'au milieu de la cour. Oui, c'est aussi une invitation sonore à avancer. Et c'est ça, ce qui fait quand on arrive au milieu de la cour dans l'axe, on entend le bruit de l'eau. Et c'est une invitation à venir au jardin aussi. Derrière, vous avez une petite charmille en arrondi. Une petite charmille qui accompagne. Demi-lune, on va dire. Ouais. Et on aperçoit une barrière qui ouvre large sur la campagne, les vignes et tout le terrain derrière, ce qui fait que vous êtes dans le bourg, mais en même temps complètement ailleurs. Vous avez beaucoup de chance, effectivement. Oui, c'est une vraie chance. On n'est pas loin des commerces, on est dans le bourg. Et en même temps, on a la nature tout de suite derrière, les champs. Et puis, des petits bosquets, des bois, donc c'est génial. Alors voilà, là on est dans un autre petit bosquet, une petite clairière, hein. C'est tout petit, mais il y a encore des buis, il y a encore un banc en pierre, récupération, j'avais lu ça aussi. Ouais. Alors, maintenant qu'on a fait l'allée principale, on a vu que vous aviez plusieurs zones où on a envie de s'arrêter et de découvrir, avec des essences mélangées et différentes. Comment est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs et nos auditrices, s'ils ont envie de créer leur propre jardin, par quoi faut-il qu'ils commencent ? Observer, je suppose. Ça dépend du terrain. Alors, c'est vrai, s'il n'y a rien sur le terrain, observer, malgré tout, connaître son sol. Son sol, son exposition, la place dont on dispose. Après, s'il y a déjà des végétaux, ça peut être un indicateur aussi par rapport au type de sol. Ça peut être une base de structure du jardin. Mais c'est important, vraiment, le départ, c'est connaître son sol, connaître l'exposition du terrain, connaître l'encombrement et le temps. Et je vais rajouter une chose, parce que les gens me disent vous passez beaucoup de temps là. Et le temps qu'on peut consacrer à son jardin ou qu'on veut consacrer à son jardin. Parce qu'il va automatiquement être différent. Moi, le temps que je consacre ici, je dis toujours, le jardin, ça doit rester du plaisir.
Là, ça reste pour moi du plaisir. Peut-être que j'y passe beaucoup de temps, mais ça reste du plaisir. Quand ça devient, même pour moi, un petit peu lourd, je veux dire pesant, je me dis, là, c'est que ça ne fonctionne pas. Il faut que je simplifie ou que je fasse autrement. Je pense qu'il faut que ça reste, c'est son petit coin de paradis, le jardin. Il faut que ça reste du plaisir. Donc, il y a des personnes qui vont avoir plutôt envie de petits fruits, d'un potager, du jardin d'agrément, de mettre un hamac, de manger sous un arbre, peu importe. Mais ça reste, voilà. Et après, quand on a fait ça, je dirais, on prend un bout de papier. On marque ses idées, on essaye, même si on n'est pas un grand dessinateur, d'essayer de mettre sur le papier quelques idées. On peut se faire aider aussi. Il y a des organismes comme je vois le CAUE en Charente qui donnent des conseils sur le jardin. Ils ont des paysagistes, c'est pas payant. Après, il y a des paysagistes qui peuvent aussi accompagner, mais il y a quand même aussi des gens qui peuvent aider comme ça, comme le CAUE. Et voilà, on prend un petit bout de papier, on griffonne et puis on commence à essayer de faire un peu une structure du jardin. Intéressant ce que vous dites sur le CAU. On a fait une émission avec eux en partenariat avec le maire de Nanclar, puisque le village et avec les gens sont invités à planter, à semer en bordure de leur maison. Et c'est aussi très très sympa. Et c'est une belle continuité avec vous ici au jardin. Alors, on me parle du sol. Alors, tout le monde n'a pas la famille des Bourguignons qui vient analyser votre sol. Comment est-ce qu'on fait? Parce que moi, là, faire un dessin sur du papier, ok. Voir l'ensoleillement, ok. Mais le sol, c'est un peu de la chimie. On peut faire une petite analyse. On peut faire une analyse un peu basique pour trouver le pH, ne serait-ce que le pH. Après, on peut demander aux agriculteurs autour, aux gens autour. On peut voir. C'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui pousse dans les autres jardins. On peut vraiment voilà. Et puis il y a des anciens de la commune. Ça permet de créer du lien aussi. Donc de voir un petit peu. Là, on est sur une terre de Groix, du calcaire, d'une terre de Groix. Mais voilà, en regardant ce qui pousse autour, en demandant un petit peu aux gens autour, on peut voilà, sans faire une grosse analyse, on peut déjà ressortir beaucoup d'informations, ne serait-ce que par l'échange. Alors, analyse du sol, l'ensoleillement, etc., peut-être les vents, comment on se protège et tout. Faire un dessin et puis voir combien de temps on peut y consacrer, en gros, si je résume. Oui, en gros, c'est ça. Ouais. Et puis, je rajouterais, parce que moi, j'ai un énorme attachement à l'arbre, et je vois malheureusement, quand on met des arbres, vraiment se dire qu'un pied de vivace, un arbuste, on peut toujours le déplacer. Quand on met un arbre, c'est pour une durée assez longue, souvent une échelle de vie qui n'est pas la même que la nôtre. Et de se dire, j'entends des fois tout se taille, je vois beaucoup de gens qui taillent, d'abord c'est un coût, c'est pas bien forcément pour l'arbre, ça fait un volume de déchets verts à traiter, on est à la déchetterie. Donc l'arbre, c'est vraiment se dire, si je mets un arbre, pourquoi je le mets, et de faire vraiment le bon choix pour dire, je vais le laisser tranquille. Ça, c'est important, ne serait-ce que ça, c'est pour moi quelque chose de très important, c'est de dire, voilà, si je mets un arbre, je laisse, il n'y a pas besoin de le tailler, ce n'est pas une nécésité. Ce qui est trompeur, c'est qu'il est tout petit et qu'il faut s'imaginer qu'il va pousser dans des années. Il faut être patient, il faut s'imaginer adulte, là, il faut l'imaginer en adolescent et en jeune adulte, parce qu'après, voilà, il y a une partie... mais au moins se projeter comme ça pour éviter d'avoir à faire des interventions trop sévères. Et on voit voilà, des arbres qui sont plutôt transformés en porte-manteaux, j'appelle ça des porte-manteaux, des cierges, des candélabres, mais c'est un peu dommage. Parce que des fois, on ne profite plus des fleurs, plus des fruits, plus du port naturel, pas forcément de l'ombrage. Donc je pense que voilà, l'arbre, c'est vraiment pour moi. Et là, je suis un peu frustré parce que j'ai plus de place pour les arbres. Parce que j'essayais de les voir un peu plus. J'essayais de les voir adultes et j'ai plus de place. Il me faut un terrain pour mettre d'autres arbres. Comment? Alors on va aller, vous parliez de fleurs. Vous en avez encore des fleurs, des dahlias, etc. que je vois devant moi. On va passer là. Je passe devant vous. Je fais comme chez moi. Je vois qu'il y a. Vous traitez la paille. Justement, j'avais envie qu'on parle des. J'aime pas ce mot, déchets verts, ou en tout cas ce que vous avez coupé, taillé, tondu. Comment vous le traitez? Alors tout ce qui est petits déchets verts, donc petite coupe, toute petite taille, les dites mauvaises herbes ou les choses je fais des andins. Quand je fais un expliquer ce que c'est que des andins. Je fais un petit tas, en longueur, enfin une petite. Et en fait, je rassemble, je fais, pour pas non plus être qu'à faire ça, quand je me mets à nettoyer, je fais pas que ça, parce que comme je disais, il faut que ça reste du plaisir. Donc je fais un secteur, je fais un petit andin, un petit dans l'herbe, et puis quand j'allume la tondeuse, quand je la démarre, et je passe la tondeuse dessus, je broie tout ça avec le gazon, les feuilles, les petites branches, et puis je remets ça dans les massifs, ou je remets ça au compost. Alors là, justement, sous les poivrons, les dahlias, les tomates, parce que nous sommes à côté du potager, c'est donc, je vois une sorte de paille c'est de la paille de blé.
C'est de la paille C'est de la paille de blé parce qu'en fait, je trouve un ami qui m'en amène parce que j'ai pas assez de déchets verts. Avec des guillemets, si vous avez raison sur le déchet vert, j'ai pas assez de moyens de faire du paillage, de broyade. Voilà, j'ai pas assez de moyens de faire. En fait, je génère pas assez de volume de broyade dans mon jardin, donc je suis gourmand. J'ai souvent, quand je vois qu'on amène les feuilles en déchetterie, le gazon, je peux comprendre sur les grosses branches et choses comme ça, mais tout ce qui est petites branches, feuilles, gazon, tout ça, ça passe dans la tondeuse et ça doit retourner au jardin parce qu'on finit par enlever la matière organique aussi au jardin. C'est important parce que là, les feuilles elles sont en train de tomber, mais je ne vais pas les ramasser, je vais les pousser. Enfin, ou je vais les ramasser avec la tondeuse, mais je vais les remettre dans les massifs. Et là, vous voyez, c'est tellement sec que les oiseaux, les merles, ils n'ont plus rien à manger. Et sous la paille, c'est eux qui me sortent. Alors, tous les 2 jours, je remets la paille sur mes massifs parce que les merles, les oiseaux me la sortent. Oui, ils grattent. Ils grattent. Et alors là, on est à côté ils trouvent des choses dessous. Des poules. Et elles aussi, pareil, vous les sortez de temps en temps. Et c'est elles qui vous aident à gratter. À m'aider à gratter. Alors l'hiver, c'est bien. L'automne, j'ouvre tout, elles font tout le jardin comme ça, nettoie tout. À cette saison, si vous voulez, elles arrivent à passer par-dessus les clôtures. Et quand elles se mettent dans le paillage du potager, voilà, elles nettoient. Mais, donc je remets la paille. Mais c'est vrai que voilà, autrement. Vraiment pailler, c'est pareil au jardin, vraiment mettre du paillage, des feuilles, du carton, du broyat, de la tonte de pelouse, voilà, il y a vraiment tout à mettre. Alors, je vois aussi qu'il y a des petites bassines en métal ou en zinc. Vous m'avez dit que vous aimez bien le zinc. On a d'ailleurs été accueillis par une baignoire en zinc, mais sans eau à l'intérieur, en arrivant chez vous. Là, on est encore dans voilà, c'est votre future piscine très personnelle, hein. Unipersonnelle. Et là, on arrive dans un endroit un peu aussi en arrondi, où on voit que ça a souffert de la sécheresse. Vous pouvez nous dire un peu quelles sont les plantes. Et puis, au fond, ça fait une barrière de fruitiers, voilà, qui sont eux taillés et qui suivent des tuteurs que vous avez mis, hein, piqués en vertical et en transversal, et puis aussi un arbre un peu exotique au milieu, ça fait un rond, et on fait le tour de cet endroit. Alors oui, c'est une partie du jardin un peu plus en courbe. Il y a une limite entre le potager, enfin une séparation un peu entre le potager et cette partie agrément, qui en fait voilà des fruitiers, ce qu'on appelle en archure-lepage, c'est une forme architecturée en fait, c'est une forme un peu particulière qui permet d'avoir, là j'ai une dizaine de variétés de fruitiers sur un espace plus réduit pour avoir une diversité de pommes. Donc j'ai 10 sortes de pommiers, mais sur à peu près 12 mètres de long, les variétés se croisent les unes entre elles. Après au pied, il y a beaucoup de vivaces. Alors j'essaye aussi d'attirer les pollinisateurs et les auxiliaires, donc il y a énormément de plantes vivaces d'aromatiques au pied qui ont des vertus allélopathiques, des vertus un rôle un petit peu de repousseurs, voilà, qui ont des vertus en termes pour éloigner certains insectes ou en termes de maladies au niveau du sol. Et on a, il y a des sédums, il y a des lavandes, il y a des sauges. C'est vraiment des choses qui se payent et qui fleurissent à l'automne, hein. C'est le peu de couleurs qu'on a cet automne. C'est les grands sédums qui arrivent en fleurs et qui ont commencé depuis un mois mais qui sont encore en fleurs. Les faux crocus et Steinbergia qui arrivent, qui apparaissent, les fleurs jaunes là, qui apparaissent au sol, qui commencent à apparaître. Et les cyclamènes d'automne qui ramènent une petite touche qui apparaissent à différents endroits, on verra plus loin. Mais voilà, c'est vraiment un mélange de vivaces qui tiennent le coude. Il y a des astères. Il y a je ne sais pas, plus de 150 variétés de vivaces, à peu près, quoi. Et alors là, on aperçoit, il y a quelques marches, on descend sur une terrasse ombragée où nous allons conclure notre émission pratiquement. Et là, vous avez pris le parti également d'être sous les arbres, hein, c'est mieux que le parasol, ça donne plus de fraîcheur et vous tenez beaucoup, en ces périodes de changement climatique, de sécheresse, à dire végétalisons, végétalisons. Oui, alors là, près de la maison, c'est pareil, on a toujours tendance à éloigner l'arbre de la maison. On a peur que l'arbre tombe. Il ne tombe pas à chaque tempête, hein, il y a quand même beaucoup, heureusement. Donc là, il y a un très vieux cerisier qui a continué à grossir parce que l'eau de pluie va pratiquement à côté de lui, donc ça l'a fait doubler de volume en 20 ans. Mais il amène de l'ombre plein sud. Vraiment, ça serait intenable, ça aurait été intenable cet été. Il amène de l'ombre plein sud. Après, il perd ses feuilles l'hiver, donc le soleil rentre quand même dans la maison. Et dessous, ça permet de mettre une autre strate de végétation. Alors, il y a des plantes qui sont peut-être un peu plus gourmandes en eau, mais après, c'est le plaisir, comme je disais, le jardin. Donc, il y a des plantes avec qui j'ai que j'aime bien. Donc, ces plantes-là, je les mets en pot.
Et puis je les mets plus près de la terrasse où je récupère l'eau, où je peux les arroser facilement. Donc c'est pour essayer c'est pareil, pas à courir dans tout le jardin. Et puis d'avoir un côté un peu plus, peut-être vert, un peu plus luxuriant autour de la maison, près de la terrasse, où ça donne une impression un petit peu de verdure, d'abondance, d'être encore avec quelque chose de vert. Ah oui, on voit que c'est plus vert. Oui, c'est très vert. Plus vert que la partie sèche du jardin. Tout à fait. Mais voilà, ça me permet, je récupère l'eau au niveau de la gouttière et j'ai une citerne devant et derrière. Et donc j'arrose cette partie-là un peu plus régulièrement. Donc, ceux qui nous écoutent aussi, même avant de faire leurs petits dessins, ils surveillent leur gouttière et ils mettent des récupérateurs. Oui, il faut vraiment... Tout ce que vous pouvez récupérer en eau, c'est important. Dès qu'on peut mettre Alors l'idéal, c'est une citerne, mais c'est pareil, c'est un coût. Mais dès qu'on peut récupérer l'eau à stocker d'une manière ou d'une autre, c'est important de le faire parce que ici, j'utilise pas du tout l'eau d'adduction. Je me refuse, au-delà du prix, je me refuse de mettre de l'eau potable sur les plantes. Donc il y a vraiment l'importance. Toutes les toitures, partout, je récupère de l'eau. Bien, c'est déjà... bien comme ça, parce qu'on pourrait aussi parler de le recyclage de l'eau dans la maison, mais ça c'est encore un autre sujet. C'est intéressant, c'est un truc que j'ai loupé. Quand j'ai fait les travaux, c'est bien, peut-être que c'est conclu là-dessus, t'as envie, mais il faut dire un truc. C'est un truc que j'ai loupé parce que j'ai une citerne devant et en fait j'ai réalisé après que j'aurais dû faire pour la maison, sur une partie, un circuit à part, parce qu'il faut un circuit différent pour des raisons de sécurité. Oui. Mais oui, c'est quelque chose. Ça, et ce qui m'embête, c'est de recasser. En fait, la maison n'est pas finie, ça m'embête de recasser. Mais je dis pas que c'est un jour, si la maison est finie, que je passerai pas à ça. Je vais peut-être essayer. Alors, moi, j'ai envie, en terminant l'émission, que vous nous donniez des conseils, peut-être sur quel site il faut aller, comment on peut faire parce qu'on ne va pas venir vous voir tous les 4 matins, comme on dit l'expression, pour savoir, ou les 4 saisons, ça pourrait être intéressant. Ouais. Comment on fait pour être accompagné? Vous parliez du CAUE, mais ça, c'est plutôt pour la conception du jardin. Ça peut être bien, mais est-ce qu'il y a des sites, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous recommander, ou des associations alors, bien sûr, il y a souvent des échanges de graines, il y a les compagnons du végétal, il y a plein de gens qui peuvent nous aider, mais est-ce que vous pourriez nous dire, vous, votre avis avant de terminer? Écoutez, c'est vrai, on peut en citer plein. Il y a des jardins respectueux, les compagnons du végétal, les jardins d'Isis, et j'en oublie. C'est quand on veut planter des haies, chez soi, on a le CETEF, Promé qui peut aider. Alors, je vais faire un peu la promotion. On a aussi, nous, on remet en place une fête des plantes le 8 et 9 octobre à Mansle, donc avec l'entrée gratuite. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler, où on va mettre à disposition des gens, justement pour faire des analyses de sol, pour parler du jardin, la place du fruitier dans le jardin. Donc, il y a énormément de producteurs et de paysagistes qui vont venir, plus de 40. Donc, ça peut être un lieu aussi. Il y a les fêtes des plantes, dans la nôtre, mais d'autres fêtes des plantes. Et puis, il y a énormément d'acteurs, oui. Bon, écoutez, merci de nous avoir reçus, Jérôme Moreau, chez vous et autour de votre maison, dans ce beau jardin. On vous souhaite encore de nombreuses années à le faire visiter et puis à travailler votre jardin, pas si secret. Oui, je vous remercie vraiment d'être venu. Et puis, si vous voulez repasser au printemps, une meilleure saison, j'essaye d'avoir toujours... En fait, l'idée, c'est d'avoir toujours quelque chose toute l'année. Donc, ça a fonctionné à peu près. Mais une période plus verte, si vous souhaitez venir, c'est pas de souci. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.